Bonjour! Bon En haut dans matin. la grange, toi. Oui, comment vas-tu? Ça va pas pire, toi? Oui, tu m'entends bien? Oui. Super. Et j'avais envie de commencer par que tu as appris cette semaine. Oh, Tu sais, maudite bonne question. tu regardes tout le temps le matin, Oui, tu oui, je fais des... étudies, Ben, écoute, ce matin, je lisais un monsieur qui s'appelle Donnie Vance, qui est un herboriste américain, qui a sa clinique Mederi Center, et c'est un travail sur les adaptogènes. Ah, Et j'ai trouvé ça fascinant parce que c'est pas nécessairement ce à quoi je m'attendais. C'est une conception de la pharmacologie qu'on appelle network pharmacy, la pharmacologie de réseau, où c'est plus une molécule, une substance, c'est un réseau de substances qui travaillent sur un autre réseau qui est l'être humain. Ça décoiffe un petit peu, là. Et la plante qui prenait comme fétiche, c'est un adaptogène chinois qui est moins connu, qui s'appelle le Schisandra. ouais. On a déjà discuté dans une des formules, là. C'est la plante aux cinq saveurs. Parce que tu sais qu'en chinois, les cinq pôles, les cinq saveurs, bon. Et c'est un fruit qui aurait les cinq saveurs et qui travaille sur les cinq pôles en même temps. Donc, la définition même d'un adaptogène, quelque chose qui aide à l'adaptation au stress. Fait que j'ai trouvé ça, c'est ce que j'ai fait ce matin. Wow, OK. Mais alors, un adaptogène doit travailler sur... Non, pas nécessairement. OK. Un adaptogène, la définition d'adaptogène nous date des années 40. OK? Monsieur Dardimov, c'est un chercheur russe qui travaille sur les plantes chinoises, entre autres les ginseng, et nous arrive avec la définition d'un adaptogène qui aide à améliorer la résistance au stress de façon non spécifique. Tous les mots sont importants ici. Ouais, La ouais. résistance au stress, c'est la résistance à tout ce qui nous atteint, psychologique, physiologique, froid, chaud, tout ce que tu peux imaginer, qui m'amène à avoir une réaction. Et l'adaptogène est quelque chose qui m'aide à avoir la bonne réaction. Alors, ni Ah, j'aime plus, ça. ni moins. C'est pas un stimulant, c'est pas un calmant, c'est quelque chose qui m'aide à trouver mon chemin là-dedans. Non spécifique, aussi bien important parce que c'est pas quelque chose qui agit sur un endroit particulier. C'est pour ça que les pharmacologues détestent ce mot-là parce que pour eux autres, c'est que ça marche où, ça fait quoi, ça marche. Et pour comprendre, il faut tomber dans une compréhension qui est en dehors des schèmes occidentaux. Ben, attends, c'est pas juste les pharmacologues, c'est tout l'univers scientifique. Ben oui, La science est basée sur une équation, une composante qui agit sur un symptôme, une condition égale. Et si tu changes un truc, ton équation est plus bonne. Donc, on est 100% d'accord. on est On loin de est l'univers végétal, là. Ben, puis c'est là où il y a énormément d'efforts qui est fait par certains groupes, pas la majorité, on s'entend, parce que c'est déroutant pour tout ce qui est mentalité occidentale. Et la mentalité occidentale, ben, c'est elle qui sous-tend tout le capital. Ou le capital sous-tend la mentalité occidentale, mais c'est comme tu veux, là. Ouais. Tu sais, j'ai déjà fait mon topo historique qui commence au 19e siècle. Mais toujours est-il que nous, les Occidentaux, on aime compartimentaliser, faire des petites boîtes, puis tu sais, A égale B. Puis à un moment donné, la nature marche pas comme ça. La nature marche, c'est une espèce de grand bouillon, puis il y a des variables ici, l'effet papillon, tu sais, qui se passe un papillon qui bat de l'aile quelque part, ça donne un tsunami de l'autre bord de la planète. On ne le sait pas, ça. On le postule. Et ça, je trouve ça le fun parce que c'est des essais de compréhension pour ce qu'on appelle la pharmacologie de réseau, où tu travailles, tu sais, une substance, tu viens de le dire, une substance végétale, c'est déjà complexe. Puis en médecine chinoise, c'est toujours des complexes de substances. Alors, c'est comme 12 plantes. Oh! Tu peux plus parler un principe actif, un récepteur, une action, là. Ça marche pas comme ça. On peut avoir plusieurs centaines de composantes dans une seule plante. Absolument. Absolument. Pas juste dans les huiles essentielles. Tu as vu les chromatographes, tu as vu les listes de molécules. Juste l'huile essentielle, qui est une toute petite partie de la plante. C'est tellement complexe. Tu sais? Donc, quand tu as des macérats comme la fameuse confiture, là, le Chavanpra, Bon, oui, OK.
Tu as 44, en tout cas autour de 40 plantes qui macèrent longtemps, avec un savoir-faire, tout ça. Donc, les composantes se dégagent et vont aller dans cette espèce de confiture-là, de Ah, marmelade-là, peu puis tu peux importe. aller plus loin que ça. Non seulement tout ce que tu viens de dire est vrai, chacune des plantes va laisser aller, mais il y a des interactions. Ben, c'est ça. Alors, chacune des molécules rencontre une autre molécule, puis à un moment donné, hop, il y a une composante nouvelle qui se crée. Fait que tu es dans un univers où, si tu veux vraiment analyser de façon occidentale, la méthode de Pierre, OK? Ouais. C'est, tu prends le produit, tu en fais des fractions, tu les analyses avec un HPLC, toutes sortes de trucs pour trouver toute la collection de molécules. Puis après ça, dans l'approche occidentale, tu prends les principales, puis tu les étudies une à la fois dans un modèle cellulaire d'abord, animal ensuite, savoir ce qu'ils font. Vois-tu comment il y a comme une incompatibilité, là? Et les Exactement. approches, tu sais, on postule que la médecine ayurvédique, c'est la première médecine, historiquement. La première médecine structurée qui serait l'ancêtre des autres. Avant Tu, même la chinoise. avant même la chinoise. Mais ça, c'est des postulats, OK? C'est pas, on ne pourra jamais le prouver. Parce que ces deux-là ont des systèmes complexes, cohérents. C'est ça qui est important, là. C'est Ouais. pas la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, puis peu importe si tu rentres dans l'histoire, va loin, là, mais c'est des systèmes qui sont plus empiriques. Il y a eu de l'empirisme au départ, où on a trouvé des choses avec une sensibilité que je ne comprends pas. T'sais, trouver les points d'acupuncture, là, fallait qu'il y ait quelqu'un qui ait une sensibilité que j'ai pas, là. Ouais. T'sais, de sentir les poux, c'est complexe. Mais La ça s'est. langue. Oui, oui. Exactement. Et ça s'est fait. Et à un moment donné, il y a eu un système. Il y a une explication cohérente de ça. Ça tient la route. Ça marche, cette affaire-là. Alors, tu es obligé d'aborder ça comme un système, pas comme des composantes, ce que la médecine moderne tient à faire tout le temps. Et qui n'a pas vraiment comment dire, parce que la médecine, moderne est super importante dans les urgences. Alors, on est tellement d'accord. Et on dénigre pas ça, sauf que dans le traditionnel, dans la santé, on n'est pas dans des solutions, on résout pas les problèmes. Disons que le discours que toi et moi on va tenir, on est là. OK? On est dans la prévention, on est dans qu'est-ce qu'on devrait faire pour être en meilleure santé, qu'est-ce qui fonctionne pour toi, les différences individuelles, les philosophies qui sous-tendent tout ça. On est tous là. Et on va faire un grand, grand effort pour ne pas tomber dans le thérapeutique parce que la situation actuelle, la société actuelle fait que, ben, fais bien attention parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Puis moi, je vais vous réserver mon temps privé pour faire ça parce que dans le grand public, je ne sais pas comment ça va être interprété quand je vais dire quelque chose de pointu sur une chose particulière. Fait que c'est la distinction dans notre société entre l'éducation, la quête de santé et le traitement des pathologies. C'est comme deux mondes. Ça ne devrait pas. Non. T'sais, dans l'approche chinoise, médecin aux pieds nus, on commence par qu'est-ce que tu manges. Tu as une infection respiratoire avec beaucoup de mucus, ben, on va commencer par te dire mange plus chaud, mange des épices réchauffantes pour l'atteinte de vent humide du pôle poumon. Alors, c'est là où ces conceptions-là du monde, de l'être humain, sont cohérentes depuis Ouais. tes habitudes de vie, ton environnement, ce qu'on commence à dire avec l'écologie, là. Mais eux, ils le disaient il y a 3000 ans. Et c'est vraiment passionnant quand on rentre là-dedans. Donc, est-ce qu'on peut penser que si on revient à l'espèce de concentré de macérat de plantes qu'on Mhm. trouve est-ce qu'on peut penser que là-dedans, on va avoir peut-être des milliers, parce qu'on a 44 fois des centaines et des nouvelles synergies. Mhm. Donc, on a un paquet d'ingrédients qui va permettre à notre système de bien fonctionner. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, oups, il peut nous manquer d'une composante qui va faire en sorte que nos cheveux, ont de la difficulté, ou, puis que là, on se retrouve avec un ensemble qui va faire en sorte, je te parle de cheveux, mais ça peut être autre chose, qu'on fonctionne et on a des répercussions, on les voit, mais avec des mélanges végétaux, des mélanges
anciens ou des différentes plantes, des synergies. On va arriver puis on va avoir tous les outils. Tu sais, quand on va chercher des suppléments, de la super alimentation, qu'on va avoir les ingrédients en fait pour que notre système fonctionne bien. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui, c'est le but. C'est le but de trouver dans ton environnement, ton alimentation et tout ce que tu fais, les composantes pour maintenir, voire améliorer ta santé. Ça, c'est le but. À savoir si chacun des produits, puis là, tu tombes dans la grande soupe de l'individuel avec... Fait que, oui, mais chaque cas étant individuel, on va travailler sur des grands principes. Hein, puis, tu sais, les grands mots à la mode, les polyphénols en ce moment, c'est comme le buzzword. Il faut que tu manges des polyphénols. Je suis le premier à le dire. Cool. Ça veut dire quoi, ça, en français, là? Ça veut dire que tu manges des couleurs alimentaires, principalement végétales. Et qu'est-ce que ça va faire, les polyphénols? Ben, les polyphénols, c'est une famille, il y en a à peu près 600 qui ont une action dans le corps, des actions de l'ordre antioxydante, tu sais que j'aime pas le mot, anti-cancer, sur les voies métaboliques du vieillissement, sur l'élasticité des artères. Bon, et les molécules, tu vas les retrouver dans je sais pas, on va en prendre une. L'apigénine, OK? Ah, C'est c'est pour ça que je prends celle-là, personne ne la connaît, c'est le fun. J'ai encore l'air savant. L'apigénine, c'est une petite molécule, c'est un polyphénol, c'est un flavonoïde que tu retrouves dans le céleri. OK? Dans le céleri, dans le persil, dans la mélisse et dans d'autres plantes qui ont surtout un effet calmant. OK. L'apigénine agit au niveau du cerveau, a un effet au niveau du système GABA, le système calmant du cerveau, et va avoir un effet relaxant. Fait que toute la famille, tu as vu que j'ai mis le céleri en premier. Là. Depuis quand le Ouais, céleri est calmant, toi, là? Je ben le oui. sais pas. Mais toute la famille en possède. Alors, les plantes qui en possèdent plus, comme la mélisse, on la connaît comme une plante calmante. Mais la même molécule se retrouve dans le persil, se retrouve. Alors, elle a, quand tu parles d'une alimentation variée, pleine de couleurs, tu ne vas pas chercher l'apigénine pour être calmante. Tu vas chercher le pool complet de ces molécules-là qui ont des effets pas nécessairement dans l'immédiat. C'est pas des nutriments essentiels, c'est vraiment des nutriments secondaires, mais qui sont bénéfiques. Pense aux catéchines du thé vert. OK, qui sont anti-cancer, vont t'aider à gérer ton poids, ont un impact cardiovasculaire. Puis tout ça, c'est tout vrai. Puis en même temps, tu vas te faire dire par quelqu'un, c'est pas vrai, c'est pas prouvé. Excusez, là. Et quand tu dis que c'est anti-cancer, est-ce que c'est des molécules qui vont nous aider ou avant, comme en prévention, ou une fois que c'est là? Bon, le cancer ou les cancers sont des maladies complexes, principalement métaboliques, j'insiste sur le mot. Le thé vert, les catéchines, la principale étant l'épigallocatechin galate, vous comprenez qu'on dit EGCG, c'est plus facile. Cette molécule-là agit sur toutes les phases du cancer. Depuis la différenciation du début jusqu'à la prolifération, aux métastases, toute la gang. On peut trouver des documentations où ces molécules-là ont un impact pour soit inhiber ou renverser ces phases-là. Ça fait même dire à certains auteurs que si, à l'époque de Ronald Reagan, là, quand il a déclaré la guerre au cancer, autour de la table, on avait eu autre chose que des compagnies pharmaceutiques. La philosophie de l'attaque au cancer a été complètement différente parce qu'au lieu de dire on attaque et on veut détruire, on aurait posé la question est-ce qu'on ne peut pas normaliser à la place? C'est la première fois qu'on parle de ce sujet-là. C'est un sujet complexe, c'est un sujet qui est difficile à traiter parce qu'encore là, il y a beaucoup d'enjeux et c'est une maladie immensément émotionnelle à tous les niveaux. Hein, un diagnostic de cancer, là, c'est pas une grippe, là. T'sais? On vient de subir 2 ans et quelques de folie furieuse avec un petit virus, puis là, le diagnostic de COVID, c'est à la fin du monde. Non, non, ça tue pas la COVID, ça tue des gens déjà malades. Le cancer, c'est un autre paire de manches, là. Parce que quand tu rentres dans le moulinette, là, c'est un tunnel émotionnellement, physiquement très difficile. Mais imaginons un instant que dans les années 70, quand M. Reagan a parti la guerre, hein, a fait venir tous les grands bons des États-Unis à Washington pour faire un grand comité, on fait la guerre au cancer. OK. Commence par enlever le discours guerrier. On attaque. Non. On aurait pu poser des questions du genre pourquoi le cancer? Qu'est-ce que c'est le cancer?
Alors, en ce moment, la thèse dominante dans les recherches, c'est une mutation génétique. Je ne veux pas être plate, mais ça explique rien. Ben non, Pour une c'est ça. raison. Dans un seul cancer, tu as une centaine, voire des milliers de mutations. Ah! Alors, la question qu'on devrait poser, c'est la question que certains posent, comme Thomas Seyfried et d'autres qui parlent de maladies métaboliques, où tu as un générateur d'étincelles qui va affecter les chromosomes qui, eux, vont muter. Le générateur d'étincelles, c'est ta mitochondrie parce que ta cellule a changé de façon de faire métabolique puis ne fournit pas d'énergie de la même façon. Elle fermente au lieu de respirer. Voilà. Alors, c'est tout ça. Et donc, un des principaux coupables de l'augmentation des cancers, parce qu'au Canada, le cancer a supplanté la maladie cardiaque comme principal tueur. On est un des rares pays, d'ailleurs, si vous savez comme ça. Et là, tu te poses la question, qu'est-ce qu'il y a dans mon environnement qui fait que le cancer est en augmentation? Bon, il y en a qui vont dire c'est parce qu'on vieillit. Oh, peut-être. Sauf que tu as des cancers chez les enfants qui sont en augmentation. Alors, c'est vrai que les cancers sont plus prévalents en fonction de l'âge. C'est tout à fait vrai, ça. Et comme à peu près toutes les maladies. Mais de la même façon, puis là, je vais encore faire du name dropping, j'en ai déjà parlé, un cardiologue britannique que j'aime beaucoup, qui s'appelle Asim Malhotra, qui a eu une émission de TV puis s'est fait varloper parce que ce qu'il faisait, il allait chez les gens et parlait habitudes de vie et changeait des affaires. Mange pas ça, fais ça, fais ça, fais ça. Puis revenait les voir 3 mois plus tard, puis reprenait les paramètres, puis les gens étaient en meilleure santé, voire renverser certaines maladies. Alors, au niveau du cancer, c'est la même chose. Pourquoi tu as ce développement-là, cette anarchie qui se passe dans les cellules? Pourquoi? Bien, les thèses sont nombreuses. Une présente, c'est l'augmentation, la prolifération du sucre et des glucides, l'augmentation du fructose, la présence de toutes sortes d'additifs et autres perturbateurs hormonaux qui vont affecter le métabolisme. Mais il y a plusieurs choses. Mais en gros, la proportion des glucides et principalement des sucres rajoutés, notamment le fructose, a explosé à partir des années 70 dans notre alimentation. C'est pas pour rien que, tu sais, ma petite marotte de contrôler les glucides, informez-vous ce qui est dans votre assiette. Puis je suis pas là en train de dire manger cette eau, là. Je suis juste en train de dire, on mange une bouffe ultra raffinée, d'aliments ultra transformés, qui sont fondamentalement des affaires que mon corps ne connaît pas. On peut-tu manger des affaires que mon corps connaît depuis des milliers d'années? Ça revient toujours à ça. On Ben dirait oui. que, tu sais, parce qu'on a parlé de fertilité, tu as parlé de fertilité la semaine dernière, on a parlé de maladies cardio, on a parlé de diabète, et ça revient tout le temps. C'est toujours la même De affaire. peau. Tu sais, sur la peau, que ce soit l'acné, on revient tout le temps aux glucides. Aux glucides, puis à la proportion de. C'est-à-dire que quelque part dans les années 60, on a inventé, 67 si ma mémoire est bonne, on a inventé, en termes technologiques, une nouvelle façon de faire du sucre qui s'appelle le sirop de maïs. Alors moi, j'ai connu le sirop de maïs, tout le monde a connu le sirop de maïs, sirop de poteau qui goûte pas terrible. Ouais. On a réussi à le transformer pour en faire un sirop super sucré, qui est le sirop de maïs riche en fructose avec une technologie enzymatique. Ce produit-là a été subventionné par le gouvernement américain pour une chose, pour combattre l'importation de sucre qui arrivait des Caraïbes. Donc, c'était très chauvin, très américain. Alors, on a subventionné la production du maïs, les usines de transformation, la distribution, ce qui fait que le sirop de maïs riche en fructose, à partir des années 70, rentre dans tous les produits industriels. Toutes. Le Coke, les boissons gazeuses, excusez, Coke, peu importe la boisson, là, Coke, Pepsi et compagnie, c'est du sirop de maïs qu'on met dedans. Et à partir du moment où ça arrive, 72, là, tu vois la courbe d'obésité monter, là. Vroom! La courbe de cancer, la courbe de diabète, la courbe de maladie cardiaque. Ils ont commencé avant, ça existait. Il y a des historiens, c'est quoi son nom, lui, un autre que j'ai commencé à lire, là. Nature wants us to be fat. La nature veut qu'on soit gras, là. En tout cas, je suis en train de lire, je vais en parler plus tard. Mais lui remonte des années 1800. Mais 1800, c'est quoi? C'est l'arrivée des gras trans, c'est des huiles industrielles, l'huile de soya, l'huile de maïs. Ça n'existait pas avant, cette affaire-là. Tu sais, le soya, ça a toujours été un aliment. Ça n'a jamais été une huile. Je le dis encore à qui veut l'entendre, je vous mets au défi dans votre cuisine de prendre un épi de maïs et faire de l'huile avec ça. C'est juste pas possible. Et en usine, on le fait. Alors,
que ce soit pour prévenir le diabète ou toutes les maladies que ce soit pour le cœur, baisser notre tension, parce que c'est des questions qui reviennent. J'ai des listes de questions des gens. C'est le lien commun. Commencez par regarder votre assiette. Essayez d'enlever le plus possible des aliments transformés, des aliments blancs. T'sais, si vous voulez vous amuser, là, bouquinez sur l'Internet, c'est quoi une farine blanche blanchie? Ça fait peur, OK? C'est plus juste de la farine blanche, là. C'est de la farine blanche passée à l'eau de Javel avec d'autres molécules. Il y a une liste de molécules permises par Santé Canada qui ne sont pas nécessairement alimentaires, mais sont permises. En tout cas, tout ça. Alors, commencez par regarder ça. Au-delà de toutes les philosophies alimentaires, que vous soyez d'un bord, m'en fous, essayez de manger le moins possible d'aliments transformés, notamment la farine blanche blanchie. Alors, si vous regardez, vous achetez un pain multigrain. Regardez les ingrédients. Le premier ingrédient, c'est farine blanche. Mais le pain, il est brun. Un petit peu plus loin, il y a de la mélasse pour qu'il soit brun. Tu sais? Alors, commencez par ça. Juste ça. Mangez des aliments bruts que vous reconnaissez, que vous êtes obligé soit de mastiquer, soit de cuisiner. Juste ça. Votre santé va s'améliorer. Mastiquer ou cuisiner. Et c'est la même chose pour l'hyperactivité. Tu sais, on a parlé de plusieurs thèmes. Tu as parlé de plusieurs thèmes. Et tout revient à ça. Donc, diminuer les glucides, essayer de manger moins transformé, rajouter des moins d'additifs, moins de couleurs. Assurez-vous d'avoir des protéines à chaque repas. Parce que ça, c'est drôle, hein, parce que le discours ambiant, là, que surtout dans les médias, chez les professionnels, c'est « nous mangeons trop de protéines ». J'attends encore de rencontrer quelqu'un qui en mange trop dans ma clientèle. OK? Puis, c'est pas tant d'en manger plus, mais de s'assurer d'en avoir à chaque repas. De la même façon, tout le discours qui commence directement en 1954, la diète faible en gras, qui physiologiquement est une absurdité, puis je ne mange pas mes mots, là, c'est encore tenu par des experts avec des recherches à l'appui pour dire manger faible en gras est bon pour blablabla. Bla, 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 bla. Quand en réalité, physiologiquement, tu as besoin de manger du gras. C'est une des sources d'énergie principales et ton cerveau, c'est 65% gras. OK, alors, et rajouter, tu as dit moins de couleurs, mais tu voulais dire pas de colorants. Artificiel. C'est que toujours dans la molécule artificielle. Là. Les couleurs, justement, les polyphénols, c'est ben oui. Sauf s'il y a intolérance pour un aliment en particulier, c'est sûr. Pour la réponse à migraine, pour le magnésium de la migraine, je vais vous inviter à venir voir le webinaire. J'explique tout ça le 2 juin. Donc, vous allez sur le site de jydionne.com. C'est ton prochain webinaire. Tes webinaires, c'est sur 2. Celui-là, le prochain, c'est une soirée seulement. Une soirée. Et là, tu abordes, comme tu as abordé la ménopause, maigrir envers et contre tous, plusieurs sujets. Tu as fait combien de webinaires depuis? Moi, tout seul, j'en ai fait 16. J'en ai 3 avec Valérie, 1 avec Éric. On a une bonne collection, là. Et ils sont tous disponibles et tu envoies aussi. Donc, vous pouvez les regarder même s'ils ont déjà eu lieu. Absolument. Sinon, celui sur les migraines, vous assistez en direct. Si vous ne pouvez pas assister en direct, vous avez de toute façon l'information et tu envoies aussi les recherches, les données scientifiques pour écoute, ce que tu dis. Quand on vous suivez un webinaire, qu'il soit live, en direct ou enregistré, vous avez la copie du PowerPoint en PDF et un document avec toutes mes références. Fait que si vous voulez me critiquer, ça arrive, hein? Pas souvent, mais ça arrive. Telle affaire, je suis pas sûr. Cool, on regarde. Puis ça m'est déjà arrivé de j'ai pas compris ça de la bonne façon. On publie un addendum pour corriger. Mais habituellement, quand tu prends la peine d'aller lire mes notes, tu fais comme ah ouais, oh, ça tient la route, son affaire. Puis quand tu l'essayes, habituellement, ça marche. Donc, et revenons, donc, bonne protéine, donc baisser les glucides, bonne protéine et bon gras. Absolument. Des gras comme l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile d'avocat, les noix, les beurres de noix. Les aliments riches en gras en partant, là. T'sais, avant de parler huile, parlons aliments contenant des gras. Et là, on a déjà un discours différent. L'huile d'olive, pourquoi la diète méditerranéenne est mise comme la meilleure? D'abord parce qu'il y a de l'olive dedans. Parce que le reste, y a-t-il quelque chose d'unique là? Non. Il y a des très bonnes diètes partout sur la planète. Il y a des gens en santé partout sur la planète. Ils n'ont pas besoin de suivre une diète qui est comme, d'ailleurs, de façon sarcastique, je demande à n'importe qui, pouvez-vous me définir la diète méditerranéenne en 3 phrases?
Puis c'est toujours compliqué, il faut plus de ça. Tu fais comme, oh, mais ça, c'est des lieux communs, là. Précis. Pas capable. OK. Mais c'est... Mais je suis un grand tenant de la diète Oui. méditerranéenne. Mais moi, je vais vous dire, mangez, buvez, utilisez de l'huile d'olive et essayez d'en avoir une qui goûte piquant. Est-ce qu'il y a un lien entre l'eczéma, l'acné et la consommation de produits laitiers? Chez certaines personnes, oui. Chez tout le monde, non. Chez certaines personnes, certainement. Je vais vous donner un exemple. Si vous voulez vous amuser, là, allez dans des gyms qui ont une clientèle un peu plus jeune. Pas les gros, mais un gym. Puis regardez la collection de jeunes, puis je dis jeunes en bas de 30 ans, là, qui ont de l'acné. C'est des gens qui sont super fanatiques de leur bouffe. Ils travaillent fort physiquement pour avoir des bodies, tu sais, extraordinaires, puis ils font de l'acné. Pourquoi? Pour beaucoup de ces jeunes-là, la consommation de protéines de petits laits entraîne une cascade inflammatoire qui augmente l'acné. Alors, pour beaucoup de gens, c'est plausible. C'est pas vrai chez tout le monde. C'est un peu comme le chocolat et l'acné. C'est vrai, mais pas chez tout le monde. Il y a certaines personnes chez qui c'est même le cacao est un aggravant pour ces gens-là, parce qu'il y a une étude où on a pris des capsules de cacao, OK? Wow. La poudre de cacao. Donc, c'est pas le chocolat acheté au dépanneur, là. Mais il y a des gens pour qui c'est vrai. Pour d'autres, vont prendre du chocolat, ça ne change rien du tout. Alors, le lien, il est très individuel, mais oui, il existe. Et dans dans les mélanges de protéines végétales, tu as copié le profil d'acides aminés du petit lait. C'était mon but de copier ça, mais bien entendu, les ratios ne sont pas exactement pareils et ça ne reste pas le même produit. Non. Alors, comme on parle de peptides, de protéines, le ratio d'acides aminés est bien, mais je n'ai pas le même effet sur la résistance à l'insuline, sur l'IGF-1 et compagnie, parce que ce n'est pas le même ingrédient. Tu avais demandé un mélange de protéines aux petits fruits? Ben, j'ai proposé de mettre, oui, Parce avec... que j'ai reçu l'échantillon ce matin. Des fois, c'est Oh, long. cool! Des fois, c'est... Et pourquoi tu voulais les petits fruits? Ben, revenons au début de notre discussion de ce matin. Dans les petits fruits, surtout les extraits de petits fruits que j'avais proposés, là, tu as des polyphénols qui vont avoir des effets extraordinaires à toutes sortes de niveaux cognitifs, inflammation et autres. Et en ayant ces extraits-là concentrés, tu vas bonifier l'effet de ta protéine sur le métabolisme. Ben. Ben. Alors, c'est ça l'idée. C'est que les polyphénols de petits fruits, je vais vous prendre un exemple. Le bleuet contient des polyphénols qu'on appelle des anthocyanes. C'est le beau grand mot, cyane bleu. Okay? Donc, c'est des molécules bleues. Le bleuet, il est bleu. Hein? La myrtille, s'il y a des gens de France qui nous écoutent. C'est fondamentalement le même fruit. Alors, ça, c'est des polyphénols qui ont des effets multiples dans les cellules, dont certains effets anticancers trouvés par l'équipe de Béliveau. Mais moi, ce qui me fascine, c'est qu'on a une super belle étude faite par l'INAF, que tu as rencontré des gens de l'INAF récemment, avec l'Université de Bordeaux. Ils ont fait un extrait de bleuet et ils ont un effet sur la cognition, la mémoire, la capacité de comprendre chez les personnes en déclin cognitif. Ben, Tu fais voyons. comme, allô? Alors, c'est ça le principe, c'est d'aller chercher un cocktail de substances qui viennent bonifier l'effet général. C'est pas spécifique, là, parce que c'est un cocktail, c'est pas spécifique. Mais c'est tous des effets qui sont antioxydants, cardioprotecteurs, neuroprotecteurs, gna, 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 whoop, avec ta protéine. Concrètement, tu les prendrais dans quoi? Tu sais, une protéine de petits fruits? Parce que moi, j'aime bien faire des laits végétaux avec des protéines. Tant que tu ne me fous pas de la caséine là-dedans, je vais être content. OK. Pour une raison. C'est que quand tu mets de la caséine, donc du lait de vache, tu vas aller avoir un inhibiteur d'absorption des autres choses. Mais tout le reste, fais ça bien ce que tu veux. n'arrivera pas. Non, je sais, mais c'est la seule chose. Moi, j'aime bien travailler avec de l'eau. Tu vas prendre de l'eau et ta protéine dedans. Tu vas mettre ta Oui, protéine puis là, je vais, dépendant de la texture, du goût, ben là, je rajoute des choses. Alors, je peux rajouter plus de cacao, je peux rajouter ma fameuse graine de nigel, nigel, sésame, lin, chia, sont les quatre que moi je tricote là, pour des bénéfices de chacune. Alors, c'est comme ça que je travaille. Je travaille avec mon shake, là, il y a
je sais pas, 8, 10, 12 ingrédients. Il y a une protéine, il y a de l'eau, il y a des petits fruits. En ce moment, c'est des bleuets. Il y a des épices. Je m'amuse à mettre gingembre, clou de girofle, cannelle, graines de céleri. Wow. Pourquoi focus sur graines de céleri? Pour la composante que tu disais tantôt ou ça n'a rien à En voir? fait, oui et non. C'est que dans les travaux qui ont été faits par l'équipe d'Éric Simard et de Vladimir Titorenko à Concordia, on a trouvé que la graine de céleri, on ne sait pas pourquoi, mais potentialise toutes les autres molécules dans l'anti-âge. Ben voyons Mais on ne donc. sait pas pourquoi. Pour l'instant, ils n'ont pas identifié la molécule là-dedans. Ils sont juste dit, à chaque fois qu'on fout de la graine de céleri avec du resveratrol, avec d'autres bébelles, ça bonifie l'effet, puis ça permet de prendre des doses plus petites. Ha! Fait que là, j'ai comme fait, ah, j'ai entendu ça. Ça n'existe pas en produit, ça, là? OK, je vais m'acheter de la graine de céleri, puis j'en mets, la pointe d'une cuillère. J'en ai pas besoin d'une cuillère à table, là. C'est vraiment, là, quelques milligrammes. J'ai peut-être une trentaine de graines, là. C'est tout petit, là. Et c'est pas la même chose avec le céleri. La graine La graine n'a pas les mêmes propriétés chimiques que la plante. est souvent dans les pousses, dans les germinaisons, dans les pousses, dans les micro-pousses de fruits, par exemple de brocoli, tu as plus encore que dans le fruit final. Souvent, oui. Dans le Puis légume final. t'as deux choses importantes à savoir. Oui, si tu prends l'exemple du brocoli, on a découvert que une des molécules intéressantes du brocoli, c'est le sulforaphane, une molécule sulfurée qui aide mon foie à décrasser. Alors, dans la pousse, il y en a plus que dans la plante au complet, gramme pour gramme. Mais ce qui est plus intéressant, si tu veux généraliser les pousses, le processus enzymatique de développement de la germination demande à la graine de créer des protéines. Donc, le taux de protéines de ta germination est plus élevé que celui de ta graine au départ. On va aller un étape plus loin. Beaucoup de ces substances-là sont des enzymes. Ce qui fait qu'au niveau de ton système digestif, sont habituellement beaucoup plus digestes que la graine de départ. Ha! Dernier point, ce processus-là va puiser dans les réserves de la plante. Les réserves de la graine, c'est quoi? C'est les glucides. Alors, quand tu fais germer quelque chose, tu réduis le taux de glucides et tu augmentes la nutrition. Et que c'est intéressant. Pas pour rien qu'on a commencé à faire ça il y a longtemps, là. Donc, il y a quelqu'un qui posait comme question qu'elle voulait décrasser son foie. Ce sont ses mots, mais sans ennui sur sa digestion pour faciliter. Donc, mais Au niveau alimentaire, si tu veux donner un coup de pouce, tu veux faire une cure. Alors, les premières choses à faire, c'est regarder comment le foie fonctionne, puis avec quoi on va l'aider. Alors, avant même de parler plantes médicinales, là, puis d'ailleurs, c'est le topo de 10 jours détox avec Valérie, un des webinaires sur ma plateforme. On va parler de manger plus de crucifères, manger plus de légumes, généralement, plus de fibres alimentaires. Parce que les fibres, sans avoir un impact sur le foie direct, vont avoir un impact sur la bile. Tu sais, quand ton foie fabrique, il fait son travail, envoie de la bile dans la vésicule biliaire envoie la bile dans le système digestif. Son but, c'est d'émulsionner les graisses pour en faire des gouttelettes plus absorbables. Tu me suis jusque-là? Oui. Alors, mais les fibres ont ceci de particulier, surtout les fibres solubles, de se coller aux acides biliaires et de forcer l'évacuation. On ne peut pas les réabsorber. Et donc, tu vas stimuler ton foie à sortir du stock plus. C'est pour ça que les fibres ont un impact sur le diabète, sur le cholestérol, sur la maladie cardiaque, sur l'appétit. Alors, augmenter les fibres, juste ça. Oh, que c'est intéressant. OK? C'est tellement intéressant. Puis là, tu rajoutes toutes les couleurs alimentaires, encore tes végétaux, vont aider ton foie à faire sa job. Alors, tu peux faire un jeûne pour faire ça aussi. Tu dis à ton foie, OK, hold up, j'arrête de t'envoyer de la chenoute pendant X heures, X jours, puis là, ton foie, il est obligé de décrasser. D'ailleurs, plusieurs personnes qui font un jeûne moindrement long se ramassent la langue épaisse, puis des symptômes de détox. Oui, parce que le foie est en train de décrasser, naturellement. OK. Et j'imagine que ce que tu vas dire sur le jeûne, c'est de ne pas faire ça tout seul. Bien, en fait, les jeûnes intermittents, jusqu'à 36 heures, les risques sont minimes. 36 heures de suite, là. De suite. Si tu dépasses 36 heures,
aie quelqu'un qui sait comment faire autour de toi. Parce que c'est là qu'arrivent les problèmes. Parce qu'en 36 heures, OK, fatigue, faim dévorante, prends un verre d'eau, tout ça, c'est possible. Mais les dangers, sauf si tu prends des médicaments, là, fais attention, pose des questions, parce qu'il y a des médicaments qui vont être altérés, des médicaments pour le diabète, entre autres, là, tu ne veux pas te ramasser en hypoglycémie. Là. Fait que, attention s'il y a des médicaments dans l'équation. Mais les jeûnes intermittents, il n'y a pas vraiment de danger. Là. Mais quand tu dépasses le seuil de 36 heures, 72 heures, puis tu vas dans les jours, tu es aussi avoir quelqu'un qui sait comment faire autour parce que il y a des effets secondaires, il y a des sensations de faiblesse, il y a des épuisements, pas des épuisements, des évanouissements. Moi, j'ai fait une cure d'alimentation vivante, là, crue, il y a des années de ça, et je me suis tapé des épisodes d'hypotension et je me suis pas évanoui au sens propre, mais je me suis étendu, puis j'ai pas eu rendu compte que je me suis endormi. Puis ma pression était parce que c'est pas facile pour tous les cas. Non, non. Et un jeûne, sinon, tu sais, il y a un jeûne que tu vas faire que tu arrêtes de manger à 7 heures le soir puis que tu reprends à midi le lendemain, par exemple. Ça, c'est un jeûne aussi intermittent. Ça fait partie des jeûnes intermittents. N'importe quoi plus que 12 heures. OK? Il n'y a que l'eau qui tu sais, parce qu'il y en a qui vont demander est-ce que les fibres vont couper mon jeûne? Est-ce que les vitamines vont couper? Il y a énormément de théories là-dessus. OK? Et dépendant comment tu le regardes, il y a un naturopathe qui disait dès que tu mets quelque chose qui demande à ton système de fonctionner, tu coupes le jeûne. Les fibres demandent à ton système de fonctionner. Par contre, au niveau métabolique, ben là, je suis vraiment pas sûr parce que tu les absorbes pas vraiment, les fibres. Oui, il y a des produits métaboliques qui vont être absorbés, mais la fibre comme telle n'est pas absorbée, donc tu n'affectes pas tes cellules, tes mitochondries. Alors, je suis pas sûr que les fibres affectent. Tout ce qui contient des glucides, certainement, tu l'arrêtes bien raide. Au niveau des protéines, il y a une dose minimale. Alors, on considère qu'un bouillon d'os ne devrait pas affecter le jeûne en termes de l'effet final qui est l'autophagie. Mais dès que tu mets des glucides dans ton système, quels qu'ils soient, pas les fibres, ça c'est des glucides qu'on n'absorbe pas, mais tout ce qui est glucides, peu importe d'où ils viennent, tu vas avoir une augmentation de tes sucres dans le sang qui va affecter tes mitochondries et toute la notion d'autophagie, de nettoyage par l'intérieur, tu l'arrêtes. Les protéines à grosse dose aussi. Fait que c'est là où un jeûne, si tu veux être strict, là, c'est des choses non caloriques. Alors, des infusions, des boissons non caloriques, de l'eau, évidemment. Un petit peu de jus de citron à peine, parce que ça va être surtout de l'acide citrique, parce qu'il n'y a pas vraiment de glucides là-dedans. Ça, c'est correct. Un thé, un café. La notion du café gras, du jeûne gras, il y a des opinions contradictoires. Là. Est-ce que quand tu prends un café gras, tu casses le jeûne? Certains disent oui, d'autres disent non. Tu ne coupes pas la notion glycémique. Enfin, tu n'atteins pas la notion glycémique, mais tu atteins la notion énergétique. Fait que je ne sais pas jusqu'où c'est vrai. Là. Tu es vraiment dans une zone grise. De l'huile TCM, de la crème ou autre chose. Oui, tout à fait. Donc, puis le sel, c'est correct. Les électrolytes sont corrects, les minéraux sont corrects. Jusqu'à un certain point, les vitamines sont correctes parce qu'il n'y a pas de calories là-dedans. Tu ne pars pas la machine métabolique. Ah! Super intéressant. Mais le TCM, tu pars la machine métabolique. C'est là où on n'est pas tous d'accord. C'est-à-dire que si tu regardes le fait de manger des huiles, TCM ou autre, va partir d'une machine métabolique, mais ne touche pas la glycémie, donc augmente les cétones, qui, elles, augmentent l'autophagie. Ah, là, il y a controverse. Alors, la majorité des gens vont dire, quand c'est gras, normalement, tu conserves l'autophagie parce que tu augmentes les cétones. Oui, c'est logique. Et c'est intéressant pour quelqu'un qui cherche. Donc, c'est quoi l'autophagie? Bon, OK, oui, c'est vrai que je dis ça depuis tantôt puis je n'ai pas défini. L'autophagie, littéralement, c'est se manger soi-même. OK? Auto, soi-même, phagie, manger. Mais c'est la capacité des cellules de ton corps d'aller dégrader dans le but de recycler les structures en mauvais état. Wow! OK? C'est le but principal du jeûne. D'augmenter ta capacité de faire le nettoyage par en dedans. Éric, encore une fois, il parle de, tu fais tout ce qu'il faut pour être en santé. Là, c'est comme faire le ménage dans ta pièce. Tu fais un jeûne intermittent, tu fais le ménage, le grand ménage. Tu fais un jeûne plus long. Bien là, tu sors les meubles qui sont en mauvais état et tu les remplaces par des neufs. OK. OK? C'est le principe. Mais tu n'as pas besoin, pour être en santé, d'aller jusque-là.
C'est un outil thérapeutique. Parce qu'il y a plein d'autres choses. La mélatonine augmente l'autophagie. Le resveratrol augmente l'autophagie. Le metformin augmente l'autophagie. C'est un médicament. Alors, l'autophagie, c'est un mécanisme naturel de recyclage, de dégradation dans le but de recycler. Donc, la mélatonine fait ça pendant la nuit, mettons. Oui. La mélatonine, écoute, les recherches sont de plus en plus fascinantes, là. C'est une substance qui, moi, me fascine. Excusez, ça fait 2 fois que je dis fascine. C'est une substance qui, au-delà de l'effet sommeil, c'est une molécule de signal qui est associée aux phases de réparation du corps. Toutes tes cellules fabriquent de la mélatonine. Toutes. Pas juste ça, là. Toutes. Alors, la mélatonine, c'est vraiment une molécule qu'on a tendance à produire de moins en moins en vieillissant. Et plus tu en as, plus tu as cette capacité de réparation. Il y a des études cliniques sur l'ostéoporose, entre autres, où on voit, les études sont pas assez longues pour la densité, mais tu vois au niveau urinaire et au niveau sanguin, les marqueurs de synthèse osseuse augmenter, les marqueurs de dégradation diminuer. C'est quand même fascinant. C'est fascinant. Quelqu'un a posé la question pendant, tu sais, quand on parlait du foie tantôt, du processus de détox, il y a cette notion populaire chez certains que la chlorophylle va aider aussi. Je sais qu'il n'y a pas de preuves, mais qu'est-ce que tu en penses? Bon, je suis très sceptique sur l'effet détox de la chlorophylle. On en a déjà parlé. C'est un produit intéressant. Ça peut être énergisant. C'est certainement désodorisant. C'est la seule preuve qu'on a de l'usage de la chlorophylle qui va aider à désodoriser les odeurs corporelles. Mais là où tu vas trouver beaucoup plus d'intérêt, c'est les aliments contenant de la chlorophylle. C'est pour ça que le kale, les épinards, la spiruline et tout ça sont des aliments extraordinaires. Parce que la chlorophylle est complète. La chlorophylle fait partie de l'ensemble. Tu sais, on parlait du pharmacie de réseau, là, pharmacologie de réseau. Les plantes qui contiennent la chlorophylle et qui sont très foncées sont habituellement des super aliments. Et dernier point, la chlorophylle, quand on la solubilise, elle a été transformée. Et le terme devrait être chlorophylline. Parce que la chlorophylle dans la plante, faire une petite image, c'est la même molécule où ça ressemble beaucoup, beaucoup à l'hémoglobine de mon sang. Oui. Hein? C'est une M, molécule en 4 morceaux, puis au milieu, il y a un métal. Dans mon sang, c'est du fer. Dans la plante, c'est du magnésium. Une fois solubilisé, c'est plus du magnésium, c'est habituellement du cuivre. C'est ça que tu avais déjà dit. Mais c'est intéressant, le cuivre. Ben, je n'ai pas dit le contraire. Mais c'est que dans le processus de solubilisation, tu en parleras à celui qui fabrique la tienne, Oui. là, Michael, c'est vraiment fascinant, là. Puis, dépendant de la source, la meilleure chlorophylle, elle vient directement de la plante. La luzerne est une des meilleures sources. Puis, la plupart des produits qu'on trouve sur le marché, puis là, je vais être un peu méchant, on va nous dire que ça vient du mûrier. Ouais, mais il y a une petite étape entre les deux. Puis, c'est pas le mûrier, la ronce dans lequel qu'on voit sur le bord des champs, là, qui fait des framboises noires. C'est le mûrier, l'arbre. Et c'est la feuille qui sert de nourriture au ver à soie, puis on récolte le caca du ver à soie, puis qu'on purifie la chlorophylle à partir de ça. C'est un petit peu différent. En utilisant des solvants, et les vers à soie viennent de Chine principalement. Donc, cette chlorophylle d'excréments de ver à soie est moins dispendieuse que celle c'est sûr. Remarque, en ce moment, il y a probablement, comme là aussi, des problèmes d'approvisionnement. Oui. Mais bon. Oui, puis il y a eu, sur TikTok, il y a eu comme une explosion là, tu sais, je sais pourquoi, de popularité sur la chlorophylle. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est de plus en plus rare, effectivement. Vinaigre de cidre de pomme, aimes-tu ça le matin? Toi, il y a quelqu'un qui parlait de ça, qu'elle prenait ça le matin, posait la question. Il y a des gens qui prennent ça le matin. Moi, j'irais plus vers le citron. Oui. Le but étant d'aider à partir de la machine digestive, dans un principe détox si tu veux, mais de repartir. J'ai conseillé ça à plusieurs personnes. Tu sais, des gens qui se ramassent avec un système digestif qui ne marche pas. Tu sais, l'intestin qui marche, l'estomac qui ne marche pas. De lui donner une petite douche d'acide le matin, puis pas le citron. Mais c'est très intéressant. La différence, le vinaigre a une qualité et un défaut. La qualité, c'est que c'est pas juste de l'acide citrique. En fait, c'est pas de l'acide citrique, c'est plutôt de l'acide malique et de l'acide acétique. Mais ces acides-là ont des effets pour inhiber certaines enzymes qui augmentent l'absorption des glucides. D'où la popularité de prendre du vinaigre de cidre avant de manger pour aider à maigrir. Ah, OK. OK?
il y a un peu de recherche dans cette direction-là et les acides du vinaigre de cidre vont avoir un impact sur la réduction de l'absorption des glucides, ce que le citron n'aura pas. Par contre, le défaut, c'est que c'est un produit de fermentation. Alors, si quelqu'un... T'es pas contre, là. C'est que Pas du tout. ça peut être un super... OK. Parce que j'en ai trouvé un, tu sais, de la même façon que j'ai enfin trouvé un super sel, là. Ben oui, bravo! J'ai Moi, trouvé un j'avais fait des vinaigre de recherches cidre. autrefois quand tu me l'avais demandé, puis j'ai trouvé rien. Non, non, Euh, c'est pas évident parce qu'ils sont tous aussi lavés, tu sais, la plupart du sel, ben, des sels. Mais le vinaigre de cidre de pomme, là, je le boirais à la bouteille. Tellement il est bon. mais oui, c'est bon. Puis le vrai vinaigre, tu as la mère du vinaigre dedans, là. Tu as une espèce de stuff gélatineux dans le fond, là, qui est les micro-organismes qui font le vinaigre à partir du jus de pomme. Comme dans le kombucha, finalement. Absolument. L'espèce pourquoi il y a eu cette mode, puis quelqu'un parlait que ça faisait 3 ans qu'elle prenait du jus de céleri. Moi, quand il y a eu la mode du jus de céleri, je l'ai essayé, puis j'ai vu zéro différence. C'est pourquoi le jus de céleri? Tu sais, il y a 4 ans, 5 ans, il y a Oh eu oui, puis tu peux remonter avant ça, dans les années 80 avec Dr Azoulay, là. Le jus de céleri, bon, grande source de potassium, léger effet diurétique. Dans certaines approches naturopathiques ou herboristerie, on va parler que c'est un draineur du rein. OK. Je connais une naturopathe, quand les gens ont un pH trop acide au niveau urinaire, leur sac du jus de céleri là, de façon importante, ou manger de la feuille de céleri, ou manger du persil, parce que c'est là que tu as les principaux. Puis si tu aimes le céleri, ça goûte beaucoup le céleri, là. C'est plus la petite branche pâle, là, c'est vert foncé. Ah ben ça, je trouve ça intéressant. Alors, c'est principalement ça. Donc, source de potassium, léger effet diurétique, puis dans certaines philosophies, on considère que c'est un draineur du rein. OK. OK. Mais j'abuserais pas, mettons. Moi, je ferais plus, D'accord. t'es tant qu'à faire, là, mets du céleri dans ton jus, cool. Un jus de céleri pur, je le sais pas. Ben, de toute façon, dans n'importe quoi, je suis pas très pur une chose à la fois, là, moi. Euh, OK. Et ça, il y a justement quelqu'un qui était davantage dans la naturopathie, mais elle n'était pas naturopathe, mais qui me disait de pas trop d'envoyer d'informations. Tu sais, tu disais que dans ton smoothie, toi, tu avais peut-être 12 composantes, là, des fois. Trop, c'est correct? OK. Vois-tu, là, tu tombes sur un débat philosophique profond. Faudrait commencer par définir nos termes ici. Qu'est-ce que ça veut dire trop? Parce que, tu sais, ton chai pranache, là, machin, là, il y a combien d'ingrédients dedans? 44. 44. En médecine chinoise, médecine indienne, médecine ben, un peu partout, c'est toujours des cocktails de plantes. C'est rarement des plantes unitaires, sauf peut-être le ginseng. Alors, c'est très, très souvent des cocktails. Alors, cette notion-là de on devrait parler une information à la fois, ton corps n'a pas évolué comme ça. Un aliment, ce n'est jamais une seule information. C'est un truc complexe. Alors, moi, j'ai de la misère avec ça. Par contre, il y a un pan de cet argumentaire-là que je vais garder. Quand tu as affaire à une saturation, à une surcharge, ça vaut la peine de réduire. Au sens où surcharge pondérale, engorgement du foie, fin de session fatiguée. C'est pas le temps d'aller chercher la poutine. C'est le temps de dire, je peux-tu manger une salade? Mon corps a besoin de se reposer le pompon. Alors, c'est là où tu vas réduire la densité pour augmenter la capacité du corps de faire sa job de nettoyage. C'est là où j'embarque. Mais la notion du monoaliment, du une plante à la fois, c'est une vision qui, à mon avis, est artificielle. OK. Et celle des combinaisons alimentaires? Là, j'ai des problèmes. Au sens où ça a été très, très, très à la mode. Le grand tenant de ça, c'était Montignac, où on essaie d'éviter les glucides concentrés puis les protéines en même temps. La théorie voulant que tes enzymes ne sont pas les mêmes puis que ton corps ne les produit pas en même temps. La preuve de cet argument-là, je ne l'ai jamais trouvé. Et les gens qui font l'alimentation dissociée disent, ben, depuis ce temps-là, je suis plus mince. J'ai moins de ballonnement parce que mon système digestif est plus efficace. Soit. Je suis vraiment pas convaincu que ça marche pour tout le monde. Et je suis convaincu, par contre, que quand tu prends l'alimentation dissociée, tu as tendance, au final, à manger moins de glucides anyway. Exactement. OK, Fait que parfait. c'est là où les combinaisons alimentaires, il y en a que je vais garder. Exemple, si tu manges une salade après un repas riche en gras,
tu risques d'avoir des problèmes de digestion parce qu'elle va flotter, elle va fermenter, puis tu vas avoir des rapports. Puis c'est pas la salade que tu ne gères pas, c'est la séquence. OK, bon, ben, c'est parfait, c'est ça, on se rejoint. Les OK? fruits, c'est un petit peu de la même affaire. Les fruits après. Oui, OK. C'est beaucoup de naturopathes, puis je ne suis pas contre l'idée, disent les fruits devraient se prendre tout seuls, entre les repas. C'est Parce pas qu'ils fou. ils se digèrent rapidement. Donc, C'est si ça. tu On les pourrait prends aussi après, dire les prendre avant, pour la oui, même logique. exact. La salade, tu sais, puis je parle de Oui. salade de laitue, pas salade dense comme ce que tu fabriques, mais la salade type laitue, là, ce qui va te sortir dans nos champs dans pas long, ça, c'est de l'eau. En termes d'alimentation. Fait que si tu mets ça à la fin du repas, ouf, tu risques de te trouver difficile. Tu mets des légumes un petit peu plus denses, c'est moins vrai déjà. Tu mets des légumes cuits, ça ne change rien. Ha! OK. Hein? Quelqu'un disait qu'elle avait entendu que le jus de citron pouvait provoquer des pierres. Oh boy, encore. Ah! OK. Ben, La la réponse, réponse, c'est c'est je non. suis très. OK, je ne serai pas ex-cathédra, là. Je vais dire je ne crois pas. Parce que les pierres sont principalement, puis on parle de pierres au rein ici, sont principalement dues à trois trucs. Le calcium, associé à un des deux autres, qui est les oxalates ou les phytates. Dans certains cas, c'est des phosphates. Mais c'est toujours des trucs qui précipitent. Alors, tu fais comme, attends une minute, pour que ça précipite, il faut que j'en ai beaucoup, il faut que mon rein soit dans un drôle d'état. Et le fait de boire ou pas du jus de citron ne changera rien à ça. OK. De la même façon que le sodium, le sel, n'augmente pas les calculs rénaux. C'est pas vrai, ça. Parce que le sodium ne précipite pas, ne fait pas de cailloux. Il est soluble. Tu as des courants de nutritionnistes ici au Québec qui favorisent tout ce qui n'est pas salé. Je le sais. Je sais que je suis à contre-courant dans bien des choses que je dis. Je sais qu'on colporte des choses qu'on a apprises à l'école sans jamais les remettre en question, puis qu'il est grand temps qu'on se mette à poser des questions sur ce qu'on a appris à l'école. Moi, tu sais, quand je me prends des grains de sel, tu sais, je mets ça dans mon verre d'eau, j'adore ça le matin. Mais je Oui, prends oui. quand même dans la journée. Et je trouve ça intéressant. Je n'ai pas de crampes. Je prends aussi du magnésium, là, mais j'ai plus de crampes. J'avais des crampes avant. Je pouvais avoir des crampes. Est-ce que le sel durcit les artères? Encore là, on l'a appris, le sel augmente l'hypertension chez une fraction des hypertendus, pas chez tous les hypertendus. La question qu'il faut poser, c'est qu'est-ce qui durcit les artères? Et ce n'est pas Exactement. le fait de manger du sel ou pas. Ce qui durcit les artères est fondamentalement relié à la résistance à l'insuline. Voilà. Et sais-tu qu'est-ce que ça serait le fun? C'est un webinaire sur tous les mythes, ce qui est dur, tu sais, dans en tout cas, Écoute, je vous ai déjà parlé d'un pharmacien que je suis aux États-Unis qui s'appelle James Di Nicolantonio, qui a écrit The Salt Fix, entre autres. Il a fait un tweet à un moment donné, They lied about. Ils ont menti à propos d'eux. OK? Puis il y a 7-8 points, là. Le sel est dangereux, le cholestérol est dangereux. Il les a tous. Wow. Puis le dernier, The Mineral Fix, avant ça, c'était Fat for Fuel. Il y a une série de livres qui est sorti, mais le gars, c'est un chercheur, c'est un pharmacien d'hôpital, là. Puis il a publié dans des magazines scientifiques. Fait qu'ils ne sont pas de nulle part, là. Pour lui, là, un des facteurs importants de l'hypertension, c'est la carence en magnésium. Puis il explique pourquoi. Fait que, c'est un paquet de choses où on prend pour acquis ce qu'on s'est fait enseigner. Pourquoi le sel serait dangereux pour le rein? Ça vient du début du 20e siècle. Tiens-toi bien, c'est la diète du riz blanc, où on a donné à des insuffisants rénaux du riz blanc, juste du riz blanc. Puis ils ne sont pas morts. Ah, OK, c'est bon pour eux autres. Mais on n'a jamais eu de groupe placebo, là. On n'a jamais eu d'autre chose. Puis on n'a jamais. Fait on est resté sur ces choses-là. Là. Le cholestérol dangereux pour le cœur. La seule étude alimentaire, là, je vais être méchant, là. Toutes les études qui ont cherché à montrer que le cholestérol réduit par l'alimentation est un facteur bénéfique ont fait patate ou ont montré le contraire.
Réduire le cholestérol alimentaire, c'est super facile. Commence à manger de l'huile de soya. Ça va baisser. Mais le problème, c'est que si tu regardes à long terme, tu augmentes la mortalité. Oups. Alors, je veux dire, la Ah, seule étude qui a montré, c'est l'étude de Helsinki. Et cette étude-là se passe dans un hôpital psychiatrique. Il n'y a pas de groupe placebo. Il n'y a pas de groupe contrôle. Puis c'est une étude où il y a 50% d'attrition. Attrition, ça veut dire que les gens s'en vont. Ils sortent de l'hôpital. Fait que tu fais comme, attends une minute là, tu perds 50% de ton monde, tu es en train de me dire que tes chiffres vont être cohérents. Puis c'est la seule étude que tout le monde cite qui est positive. Parce que l'étude Y, qui a parlé des hormones, avait aussi un volet alimentaire et est arrivé, baisser le cholestérol de façon alimentaire avec des huiles polyinsaturées, ça augmente la mortalité. La mais première, l'étude de Minnesota des années 70, a été étouffée et retrouvée par un monsieur Ramsen dans des enquêtes. Ils ont retrouvé les documents, ils ont refait l'analyse, ils ont publié les huiles polyinsaturées. Pour ça que je dis que les huiles de graines, à un moment donné, là, ben, ça augmente la mortalité. Fait qu'à un moment donné, il faut se reposer des questions sur les dogmes qu'on s'est fait enseigner, puis se dire, attends, il n'y a pas des conflits d'intérêts quelque part, il n'y a pas une information qui mérite d'être révisée. Il est temps qu'on pose des questions. et de mettre les données en perspective, parce que dans les équations scientifiques, oui, ça se peut qu'une crème appliquée sur la peau règle le problème, mais on ne parle pas après ça des effets secondaires. Tu sais, c'est comme ce que tu viens de dire sur le long terme. Bien, absolument. Et c'est toute la vision scientifique actuelle de regarder, tu l'as dit au début, une variable à la fois. Alors, c'est clair, si tu parles d'eczéma, tu vas avoir en ce moment deux approches. L'approche topique, une crème, ou l'approche injectable, un anticorps monoclonal qui va empêcher la cascade, puis les gens ne font pas d'eczéma. Puis ils font moins d'allergie. Cool. Mais est-ce que ça a réglé le problème? La réponse, c'est non. C'est là où on est obligé de se poser des questions pour aller plus loin que on se fait dire et utiliser notre intelligence pour adapter à soi-même. C'est quoi la loi 90? C'est ça, j'aurais besoin qu'on m'explique là. Ouais, Je ne sais pas dans le champ de quoi je suis là, euh, mais c'est je vrai. sais que je dérange beaucoup, beaucoup parce que je dis aux gens de réfléchir. Ben oui. Et tu sais, cet été, j'ai demandé aux gens, parce que ça fait 2 ans et demi quasi que je suis en direct à tous les jours, j'ai demandé aux Mhm. gens de m'aider, tu sais, puis de partager leurs témoignages en vidéo. OK? C'est la première fois que je fais ça. Et le premier qu'on a partagé hier, Jean-Yves, c'est du monde souvent qui écoute nos directs et qui vont mettre en application les aspects. T'en auras parlé, tu sais, par exemple, en quoi faire en pré-ménopause. T'en as parlé à un moment donné, la Mhm. dame a fait, ah, je vais rajouter les fibres, le magnésium, plus de vitamine D, plus de vitamine C. Puis là, oups, pour la première fois de sa vie, alors qu'elle a été des dizaines d'années à souffrir, elle est correcte. Hier, on a eu une madame qui a été diagnostiquée avec avec l'arthrose, une madame, France, et qui s'est rendue à l'urgence avec des douleurs intenses, qu'on lui Mhm. a prescrit des médicaments pour l'arthrose. Puis finalement, elle a entendu parler du collagène l'an dernier, elle ne peut rien. Elle n'est plus en douleur. Tu sais, puis l'arthrose, c'est comme répandu, c'est Ah un ben truc oui. Écoute, quand tu grattes autour de toi, à partir de certaines heures, tout le monde a une articulation artificielle. C'est fou, là. Ben, j'ai même entendu ça à la radio. Si vous voulez avoir des chances de vivre vieux longtemps, pensez aux hanches. Puis là, je me disais, ben voyons donc, il y a des trucs à faire avant, comme peut-être Puis, le tu sais, collagène. toute la thèse que je développe depuis des années, c'est basé sur une chose. Est-ce qu'on peut avoir, chacun pour soi, des outils qu'on peut contrôler soi-même? Puis ça, contrôler les outils, c'est pas juste avoir prendre tel produit, c'est comprendre, avoir Comprends. d'informations et juger par soi-même. Pour être capable, tu sais, de faire, ben, je vais essayer, j'ai entendu dire, ah, c'est controversé, je me trouve un chemin dans l'information, puis je prends une décision, je fais un essai, ça marche pas. Je fais un deuxième essai de ah, là, j'ai un résultat. Et c'est là où, plus les gens font cette démarche soi-même, c'est clair qu'à un moment donné, ils vont tomber sur Docteur Google, puis ils ont le cancer, ils vont mourir demain matin. OK. Un pas de recul. Google est fascinant parce que énormément d'informations, mais
une grande, grande, grande partie d'informations commanditées par quelqu'un, hein, faut pas l'oublier. On trouve sur Google ce que quelqu'un aura mis parce qu'on veut le trouver avec les algorithmes, hein, toute la notion des SEO et compagnie. Mais fondamentalement, c'est un outil de démocratisation. Alors, si on prend son intelligence, puis on fouille, puis on arrive à des hypothèses, puis on fait le travail scientifique, personnel, de dire, OK, ben, lui il a dit ça, je trouve ça le fun ce qu'il dit, puis lui a dit, ah, je vais essayer telle affaire. OK, hey, ça marche. Tu sais, et France parlait aussi d'insomnie et elle n'en fait plus. Tu sais, fait que avec le magnésium, c'est même pas la mélatonine. Fait que tu sais, c'est des trucs. Et ce que j'aime, c'est que de plus en plus dans les personnes de qui on reçoit les témoignages, elles ont fait l'essai, elles ont arrêté pour voir si c'était vraiment ça. Puis là, Voilà. elles reprennent. Écoute, je trouve ça tellement fantastique. Et c'est ce que tu enseignes. On peut se prendre en main. Ben, on Et devrait se prendre en main, puis c'est ça qu'on devrait enseigner. Tu sais, hier soir, il y a une amie qui est venue souper, qui est enseignante au primaire, OK? Elle est dans un groupe de troisième année, puis elle essaie de leur enseigner le jugement. Comment décider pour soi-même, d'être attentif, se conformer à l'école parce que tu es en classe, mais en même temps, tu es là pour apprendre pour toi. Puis elle dit, réalisez-vous que ce qu'on fait là, il y a des adultes qui ne le possèdent même pas. Puis elle parlait de la langue française, de choses comme ça. Tu fais comme, on doit c'est la thèse de Marshall Rosenberg avec la communication non violente, c'est la thèse d'un paquet de monde. On doit prendre son intelligence et l'appliquer. Pas juste recevoir d'experts. Tu sais, OK, je suis un expert, cool, mais je suis un parmi tant d'autres. Et votre but comme individu, c'est justement d'écouter et pas juste assimiler ce qu'on veut bien nous enseigner, mais ce que vous devez trouver vous-même. Et je vais juste aussi répondre à celle qui est en formation. Tu donnes aussi des formations pour les professionnels et Absolument. tu n'es pas un parmi tant d'autres. Tu es quasi le seul comme ça qui est, oui, pharmacien, mais à cheval. Surtout, tu sais, avec justement cette conscience-là qu'il y a eu d'autres médecines avant la nôtre et avec cette ouverture sur toutes les possibilités végétales comme Pierre aussi. Mmh. Donc, vraiment intéressant. J'ai deux questions avant qu'on termine. Ben, bon stress, bad stress, dans ton livre, Ah, c'est vraiment aussi, tu assois tout. Tu sais, quelqu'un qui dort pas bien, quelqu'un qui, tu sais, peu importe dans le style de vie, tu vas aller chercher, oui, des fois des médicaments, mais d'autres fois des plantes, d'autres fois des techniques de respiration. exactement. Donc, C'est un arsenal. un arsenal, la Bible de chevet pour plusieurs, quelqu'un qui veut se prendre en main. Et on a aussi un jugement, tu sais, qu'on essaie d'étouffer, mais on le sait des fois. Le gros Ça bon fait du sens, sens. là. Ouais. Exactement. Puis, tu sais, c'est pas parce que monsieur ou madame une telle, ou même Jean-Yves aura dit quelque chose. Tu sais, là, quelqu'un vient de passer, là, le message, j'ai arrêté le collagène pendant une semaine, les douleurs sont revenues. Tu sais, Et c'est j'ai pas, pas et besoin c'est, de le dire. Vous l'essayez, puis c'est des trucs que vous pouvez acheter de plein de sources différentes. Vous l'essayez, ça marche pas. Donnez-vous du temps. OK, j'ai un essai. Faites le crossover. Arrêtez pendant un certain temps. J'en ai-tu vraiment besoin? Oui, non. Puis reprends après si j'en ai besoin. et C'est comme ça que ça fonctionne. c'est pas tous les collagènes qui valent non plus. Et quelqu'un posait la question, est-ce que tout le monde assimile bien les suppléments? C'est la question du siècle, ça. Les naturopathes vont dire on n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on assimile. Oui. Alors, dépendant de ton système digestif, il y a des gens qui ont des plus gros problèmes d'assimilation, les gens qui ont l'intestin irritable, le SIBO, les maladies inflammatoires de l'intestin assimilent beaucoup moins bien. Les gens qui auront subi la chirurgie bariatrique absorbent presque plus. Donc, il faut vraiment travailler différemment avec ces gens-là. Il y a des tests pour vérifier ça. Valérie est spécialisée là-dedans, même si en ce moment, elle n'a pas de clients. Mais il y a des façons d'évaluer ça. OK. Mais souvent, on peut travailler avec des dosages différents pour obtenir des résultats similaires. D'accord. Dernière question. Tu as parlé il y a plusieurs semaines de la myrrhe, de l'huile essentielle de myrrhe qui était anti-cancer, Oui. entre autres. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est pour une utilisation topique? Ça, bon, là, c'est un peu plus compliqué. Oui, topique, il y a plusieurs huiles comme ça, l'encens, la myrrhe, ont des recherches qui deviennent intéressantes à ce niveau-là. La myrrhe et l'encens
c'est pas pour rien qu'on en parle dans la Bible, hein? Parce que c'était à l'origine des substances thérapeutiques qu'on utilisait à grand prix parce qu'elles sont rares et valent la peine qu'on en parle dans le bouquin le plus publié de la planète qui s'appelle la Bible. OK. Alors, ces trucs, l'encens et la myrrhe sont deux antiseptiques connus. Alors, pourquoi on encensait durant les rites les endroits sacrés? Parce que c'est un fumigateur. Ça élimine les bébites. Ah, OK. C'est le premier point. Mais au niveau métabolique, ça agit sur certaines voies métaboliques. Ça a l'air d'avoir un effet probablement anti-cancer, anti-verrue, peut-être pas. Enfin, alors c'est là où je suis pas précis. Non, non. Je sais qu'il y a de l'intérêt. Je sais qu'en application topique, surtout mélangée dans de l'huile, la toxicité est virtuellement nulle. Topique pur, je ne sais pas. Ça peut être irritant. Il faut faire attention. Et l'huile peut être intéressante parce qu'elle permet aussi à l'huile essentielle, l'huile végétale permet à l'huile essentielle de séjourner plus longtemps Oui, aussi sur la oui, peau. exactement. Ça évapore moins vite. Tout à fait. Donc, il y a quelqu'un, je pense que ça fait 6 semaines qu'elle pose la question, mais la myrrhe, est-ce que c'est pour quelqu'un qui a des problèmes d'hyperthyroïdie, est-ce qu'il y a J'ai jamais rien lu de lien entre les deux. OK. Fait que je pense pas, mais j'ai jamais rien lu. Si vous avez des questions spécifiques, Jean-Yves donne des consultations. Moi, des fois, il y a du monde qui persiste et je trouve ça intéressant là, de savoir, mais sinon, tu donnes des consultations Oui, puis privées. absolument. Sur mon site jgrayson.com, c'est facile de me retrouver. Mais les questions trop personnelles, je peux pas répondre. Non. Pour toutes sortes de raisons. Parce que, un, je connais pas toute la situation. Deux, on va faire un aparté qui n'en finira plus. Et trois, ça s'appliquera pas aux autres personnes. Fait qu'à un moment donné, il faut parler de trucs plus généraux pour que les gens trouvent leur information pertinente. Mais quand c'est très, très personnel, je suis un petit peu à le prix, là. Et ce qui est important, c'est que toi, quand tu reçois ces personnes-là qui ont, évidemment, qui sont des individus, qui ont aussi une histoire, qui ont un style de vie propre et qui ont peut-être des médicaments aussi, une fiche de médicaments, tu vas analyser tout ça. Ben oui. Et tu peux travailler à déprescrire, mais tranquillement dans le temps et tu vas toujours t'assurer. Juste un exemple pour terminer. Si j'ai quelqu'un qui prend un médicament pour l'hypertension, jamais je vais lui dire d'arrêter. Par contre, la stratégie qu'on va développer va améliorer sa santé, va baisser son hypertension, et là, je vais y mettre une cible thérapeutique. Si quand tu prends ta pression, tu es rendu à ce chiffre-là au plus bas, ou tu as des symptômes, là, on va diminuer le médicament de moitié. C'est comme ça qu'on travaille. C'est beaucoup plus concret que ça. Non, non, non. C'est vraiment précis. Quels sont tes médicaments? Quels sont les suppléments? Qu'est-ce que tu manges? C'est quoi ton historique? As-tu des résultats de tests sanguins? Puis je pars avec tout ça. Voilà. J'analyse ça avant la rencontre. Et est-ce que tu le fais, tu peux le faire en anglais? Sure. I've done it quite a few times. OK. Donc, ton livre est disponible dans nos maisons sur notre site. Et sinon, si vous voulez le webinaire sur les migraines, Les migraines, ça revient beaucoup. C'est le 2 juin. c'est le 2 juin. Inscrivez-vous le plus vite possible, là, parce qu'à un moment donné, je vais plafonner, moi, là. Ça se passe le 2. C'est sur ma plateforme, jgrayson.com. Poum! Et vous avez là aussi tous les autres webinaires. Vous avez là tous les textes et c'est bon, les gens sont contents. Et le lien aussi pour les consultations privées avec toi. Avec Merci, plaisir. merci. Bonne semaine. Bye. Salut! Bye bye. Bye.